Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence où je vais vous commenter un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier qui est du 10 mars 2015. Alors, cet arrêt est un petit peu long, mais il mérite qu'on s'y attarde à plusieurs égards. En l'espèce, les gérants de sociétés franchisées ont créé une activité concurrente à celle du franchiseur un mois avant le terme du contrat de franchise. Le franchiseur assigne donc le franchisé. Les sociétés franchisées, il y en avait deux, sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence d'une part, et sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en faisant valoir des actes de concurrence parasitaires et déloyales d'autre part. Les franchisés, de défense extrêmement classique, forment une demande reconventionnelle en nullité du contrat de franchise, estimant que, 1, leur consentement était vicié, et 2, il y avait un défaut de cause. Alors sur le vice du consentement, il est rejeté tout net par la Cour pour la première des sociétés franchisées, la Cour relevant l'absence totale de DIP, la remise du DIP n'ayant pas pu être prouvée par le franchiseur. Mais la Cour jugeant que le franchisé en question était dirigé par un ancien associé du franchiseur qui en avait été co-gérant, puis directeur de production salarié, et que ces qualités faisaient qu'il connaissait parfaitement tant le réseau que le savoir-faire, que le marché considéré. Le vice du consentement est donc rejeté. On a là une appréciation in concreto conforme au principe du droit des obligations. Pour la deuxième société franchisée, le vice du consentement est également rejeté dans la mesure où le franchisé en question est un ancien salarié de cette première société franchisée, qui à l'occasion de ses fonctions salariées avait également pu avoir accès à toutes les informations utiles pour éclairer son consentement avant de rejoindre ce réseau. Alors, ensuite, elle faisait valoir que le vice du consentement avait été constitué par la fourniture de quotas de chiffre d'affaires optimistes. Eh bien, en l'espèce, la Cour d'appel rejette, contrairement à une position que la Cour d'appel de Montpellier avait prise il y a quelques mois, l'argument en disant que ces quotas ne sauraient s'apprécier en la fourniture de comptes prévisionnels. C'est encore une solution classique, mais néanmoins, je vous appelle à la prudence sur la stipulation des clauses de quotas, et je pense que la rédaction de vos clauses devrait préciser que ces quotas ne constituent en aucun cas une espérance de chiffre d'affaires sur lequel le franchisé fonderait son consentement. Alors sur l'absence de savoir-faire pour défaut de cause, il est stipulé ici diverses obligations d'assistance. La Cour d'appel constate simplement que ce défaut n'est pas rapporté, mais que surabondamment, l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat dans son ensemble et que l'économie voulue par les parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle. Dès lors qu'il y a une contrepartie réelle, il n'y a pas d'absence de cause, et je crois que ce principe, tous les franchiseurs doivent l'avoir à l'esprit dans les contentieux, où il leur est reproché une absence de cause. Alors ensuite, sur les actes de non-concurrence. Alors la clause de non-concurrence est jugée invalide si elle est limitée dans le temps, elle n'était pas limitée dans l'espace. Alors il y a évidemment un péché de rédaction du franchiseur, c'est une faute grave du rédacteur de l'acte, puisque la clause de non-concurrence n'est valide que si deux conditions formelles sont réunies, deux conditions objectives, limitation dans le temps, limitation dans l'espace. En l'espèce, cette deuxième condition faisait défaut. C'est donc à bon droit, ici, que la Cour a jugé que la clause n'était pas valide et donc que son créancier ne pouvait pas s'en prévaloir. Alors, rappelons que les clauses de non-concurrence obéissent aussi à des conditions subjectives de validité, notamment qu'elles doivent être nécessaires à la protection du savoir-faire, de l'image de l'enseigne, et proportionnées à la nécessité de cette protection. Alors sur la concurrence déloyale, en revanche, elle a été retenue au titre du parasitisme, parce que les franchisés, en l'espèce, ont continué d'utiliser certains signes distinctifs afférents à l'enseigne, et d'utiliser notamment des lignes téléphoniques, de sorte qu'ils ont pu tromper la clientèle sur leur appartenance et que le franchiseur s'est de fait trouvé privé d'un volant de clientèle sur le marché local considéré. Alors, le préjudice n'était pas prouvé, mais la Cour, comme cela est fréquent en matière de concurrence parasitaire, a jugé qu'il s'inférait nécessairement de la faute de parasitisme et donc l'a apprécié de manière souveraine. Voilà, c'était un petit peu long, mais néanmoins intéressant, tant sur les aspects vice du consentement que sur les aspects concurrence, conduite avant le terme du contrat par ces deux sociétés franchisées. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.